Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. De pantins comme Emmanuel Macron qui n'a de président que le nom. Charlie Kirk, l'influenceur conservateur américain qui vient d'être assassiné. Le président américain vient de perdre un fils. La jeune femme de 23 ans a été poignardée dans un tramway de Charlotte. Le militant de 31 ans s'est alors effondré, touché par une balle. Elle sait qu'elle a été poignardée, qu'elle est en train de mourir. Elle voit que personne n'agit. Elle a juste la peur dans son Que la police française retrouve son honneur. Trump parle d'un martyr. Ne perdez pas votre honneur en salissant vos mains au nom d'un pouvoir qui, lui, a déjà perdu son honneur. Pour qu'il fasse mettre les drapeaux en berne. Qui n'a d'ailleurs ni grandeur, ni honneur. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il nous accompagne déjà depuis 5 ans, et je crois qu'il va nous accompagner encore longtemps, vous le savez. Alors, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre sur tous les fronts. Il s'est passé quelque chose de dramatique, on se rappelle, c'est pas si longtemps, la tentative d'assassinat contre Donald Trump, à l'époque candidat, fight, et puis là, hier, Charlie Kirk qui était un des polémistes, un des conservateurs les plus brillants des États-Unis, est mort, assassiné à l'âge de 31 ans. On ne sait pas encore qui est le coupable, qui sont les coupables. On va en parler parce que ça indique bien qu'au fond, aujourd'hui, on est déjà aux États-Unis, sinon en guerre civile, du moins en guerre de sécession, au sens littéral du terme. Et puis on va parler de la police. On va parler de la police avec une vidéo choc qui a fait du bruit, qui est une vidéo de Jean-Pierre Colombiès, un policier qu'il a été pendant de 84 à 2018, qui est maintenant policier à la retraite, enquêteur, etc. Et qui dit pourquoi. Eh ben, écoutez, ça peut plus marcher comme ça, et qui a fait un appel aux policiers de base pour leur dire, vous n'êtes pas obligés toujours d'obéir tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Appel à la sédition ou pas? On va en parler avec Jean-Pierre Colombiès. C'est très très important dans ces temps où vraiment tout s'exacerbe. Si on dit quel que soit, on devient quelque chose, on devient une cible peut-être mortelle. On va en parler donc, et puis on va parler de ce drapeau français qu'il ne faut plus montrer. Ah oui, y compris en France, y compris dans les manifestations. On va en parler avec Maud Koffler, qui a elle-même connu cela dans une manifestation en 2018, et vous allez écouter le témoignage d'une jeune femme à qui on a dit que le drapeau français, non, c'est séditieux, il n'en faut pas. Alors on veut savoir où on est, et puis tout le reste, on va en parler aussi, bien sûr. Et puis en seconde partie, la culture dans tous ses états, on va parler de l'école, on va parler de l'humiliation, on va parler avec Christine Kelly d'un côté, qu'on ne présente plus, Christine Kelly que vous écoutez tous les jours, pour ceux qui écoutent CNews, face à l'info, et puis avec Joachim Vlok Imad, enseignant, l'école, machine à construction, machine à instruction, machine à destruction. On en parle tout à l'heure. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. André, avant de recevoir votre invité Jean-Pierre Colombiès, vous souhaitiez réagir à une autre actualité parce qu'hier soir aux États-Unis a eu lieu un second meurtre sordide. On parlait de la jeune Ukrainienne Irina tuée au mois d'août dans un train. Le militant Charlie Kirk a été assassiné hier alors qu'il débattait sur un campus. Il a été atteint d'une balle dans la gorge. Oui, et puis il est mort de ses blessures, bien sûr. Alors je voudrais dire aux personnes évidemment qui ne connaissent pas forcément Charlie Kirk. Charlie Kirk, moi je le suis sur les réseaux sociaux, sur la télévision depuis des années. Effectivement, il avait 31 ans et il s'est remarqué, et il était absolument remarquable, c'est rare, par non seulement l'étendue de sa culture et sa force de débatteur, etc., c'est qu'il avait la maïotique socratique, c'est-à-dire qu'il était pour ce qu'on appelle la disputatio. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous allons faire ce que Montaigne appelait le frottis des idées, frotter nos cerveaux, frotter nos idées, et il allait, et c'est ça qui est très intéressant, mais depuis des années, dans les campus américains, chez les étudiants, y compris ceux qui étaient woke, ceux qui étaient gauchistes, ceux qui ne l'aimaient pas du tout, et il discutait. Et il discutait pendant des heures. Et il discutait, et il avait une telle force d'argument qu'il arrivait à vraiment à faire retourner certains. Et s'il les retournait pas, la plupart des personnes étaient à bout d'arguments parce qu'ils étaient là. Et ils étaient là dans quoi? Parce qu'on est ici en France, la même chose. On parle des émotions, hein. On n'a plus le sens du réel. On a le narratif. Voilà. Moi, c'est mon narratif qui compte. Moi, je connais la réalité. Toi, tu n'y connais rien. Donc, si tu n'y connais rien, tu es un salaud, un facho, ou ceci, ou cela, etc., etc. Et il en est mort. Et il en est mort parce que il a réussi à fonder un mouvement conservateur très fort. Il n'était pas politique, hein. Il n'était pas,
c'était quelqu'un qui adorait aller sur le terrain, justement, pas du tout seulement à la radio, à la télévision, beaucoup moins que sur le terrain. Et pendant des années, les gens l'ont écouté, et on voit quand la nouvelle de sa mort hier, de son assassinat, a vraiment provoqué beaucoup je dirais, alors c'était extraordinaire, de sources de joie chez les gauchos, wokistes et tout ça. Oui, c'est très très bien. Il était pas bien, il nous embêtait, il avait un succès auprès des jeunes, donc c'est très bien qu'il soit parti. Mais tous les autres, il faut voir, et des centaines de milliers sont réunis pour le pleurer ou pour prier ou autre chose. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas possible qu'on soit en France ou en Amérique ou ailleurs, qu'on puisse tuer quelqu'un pour ses idées, Alors je sais que c'est pas nouveau, ça fait des siècles qu'on le fait, mais chaque nouvelle manifestation de cela, elle doit être un scandale. Et le scandale, je vais vous dire, c'est quand on entend des gens qui justifient ça. Vous savez, il y a pire que les semeurs de haine, les trafiquants d'excuses. Alors là, les marchands d'excuses, ça marche très fort. Et par exemple, hier sur LCI, ils discutaient. Il y avait Sergueï Girnov, il y avait Samantha de Bernin, il y avait Guillaume Roquette, le directeur du Figaro. Juste, on va passer un court extrait. Écoutez. Ça veut dire les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Mais ils n'ont pas été tués par des démonstrateurs. C'est une réaction. Humaine. C'est une réaction humaine. Ce que vous dites, c'est 1984. Si vous provoquez la haine, vous semez la haine, vous recueillez la tempête. Non mais Sergueï Girnov, pardon, je suis obligé de rétablir. J'aime l'odeur des déportations le matin. S'il vous plaît. On peut pas dire que tuer quelqu'un est une réaction humaine. Point. Ça c'est sûr. C'est ce que Sergueï vient de dire. Retirer juste ce point. Sergueï vient de le dire. Ouais, voilà, c'est pas mal que Darius Rochemin relève. On ne peut pas dire que tuer quelqu'un est une réaction humaine. Ce que venait de dire l'interlocuteur. Ah ben oui, mais vous comprenez, Donald Trump, il sème la haine, donc il récolte la haine. Donc voilà, tuer quelqu'un, tuer peut-être un Donald Trump qui a failli d'ailleurs se faire oxyre il y a quelques mois, tuer Charlie Kirk, écoutez, c'est une réaction humaine. Une réaction humaine. Où en est-on pour dire ça comme ça? Où en est-on? Et heureusement qu'il y avait Guillaume Roquette qui a essayé de tempérer la chose un peu. Mais où on en est là? Où on en est? Et quand on entend sur BFM TV Dominique de Villepin, bon, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre, il dit Donald Trump a une responsabilité immense dans cette dérive de violence aux États-Unis. Et il ajoute Dominique Villepin parce qu'il a supprimé la réalité. Ah bon? Donald Trump a supprimé la réalité. Donc, moi j'invite Dominique Villepin à Sud Radio, je serais ravi qu'il nous explique ce qu'est la réalité. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à dire. Et je crois que vraiment cette histoire-là, elle nous interpelle. Et avant-hier, on avait parlé de ce meurtre immonde, de cette décapitation ou presque d'égorgement de cette pauvre réfugiée ukrainienne qui était arrivée, qui avait 23 ans et qu'un racisé a littéralement oxy. Bon, mais là, voilà, et il y a eu le même style de réaction. Et là, c'est-à-dire que si j'ai un opposant politique ou quelqu'un qui ne me plaît pas, il meurt. Ah, ben il l'a bien cherché. Sinon, c'est Donald Trump, évidemment. C'est toujours la faute à Donald Trump ou autre. Je crois qu'il y a quelque chose là à méditer. Est-ce qu'on va suivre cette espèce de pente sanglante et savonneuse en France? On risque de le faire. Vous savez, en Amérique, on a l'impression qu'une nouvelle guerre de sécession a commencé. On aimerait qu'en France, on n'ait pas le même type de guerre civile, même à bas bruit. Comme dans tous ces états, le fait du jour. Eh bien, le fait du jour, c'est une vidéo que nous avons vue et qui est une vidéo qui parle assez fort. Jean-Pierre Colombiès a exhorté les fonctionnaires de police à refuser d'obéir aux ordres du gouvernement Macron, qu'il qualifie de fondamentalement corrompus. Alors c'est rare effectivement qu'un policier, alors je rappelle qu'il est policier à la retraite, qu'il a suivi un parcours très long et plutôt exemplaire d'ailleurs. Il est entré à la police en 1984, il l'a quitté en 2018. Alors Jean-Pierre Colombiès, on va parler effectivement du contenu de cette vidéo, et c'est assez rare et même très rare
qu'un policier ou comme un gendarme. Bon, les militaires, c'est entre autres choses, c'est la grande muette, mais parle et incite effectivement. Alors, on vous laisse l'entière responsabilité de vos paroles, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous nous rappeliez votre parcours de policier, parce que vous avez abordé les divers domaines. Alors, bonjour tout d'abord. Une petite précision juste technique, parce que cette vidéo effectivement a tourné à mon corps défendant de manière extrêmement importante, et on m'a présenté comme étant ex-patron de la PJ, ce qui n'est absolument pas le cas. D'accord. Pas du tout un ancien patron de la PJ, je suis même pas commissaire de police, j'ai jamais revendiqué quelques qualités, quelques fonctions qui n'étaient pas la mienne, j'ai jamais eu besoin de ça. Autre chose, ça a été également présenté comme étant une exhortation à la désobéissance. C'est pas du tout ça. Alors, on va en parler, si vous voulez. Ouais. Moi, je voudrais d'abord que vous parliez de votre parcours. D'accord. Parce qu'on va revenir sur la vidéo, c'est clair. Mon parcours, effectivement, il est assez polymorphe, on va dire. Ouais. Puisque j'ai commencé comme inspecteur, c'était ma vocation, comme beaucoup d'autres dans les années 80, début des années 80, c'était l'enquête. Et donc, j'ai eu effectivement un parcours très diversifié en brigade financière, brigade des stupes au Quai des Orfèvres, ensuite le SRPJ de Marseille, brigade criminelle, brigade des stupes, brigade d'atteinte aux personnes, où nous étions spécialisés dans les viols et les agressions sexuelles. Ah oui, les viols, agressions sexuelles, violences volontaires graves, comme les tentatives d'homicide ou même certains homicides, violences urbaines, donc on intervenait beaucoup dans les cités pour régler des problématiques de règlement de compte entre bandes, déjà à l'époque. Et puis ensuite arrive la police de proximité qui a complètement déstructuré la police de cette ville, de Marseille. Pour vous, c'est une mauvaise idée, la police. C'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on réinventait l'eau tiède. Monsieur Chevènement avait cru réinventer un concept qui existait déjà bien avant qu'il lui-même n'ait ses fonctions. Parce que déjà, depuis très très longtemps, les policiers étaient, je dirais, impliqués dans la vie du quotidien et vivant au milieu de leurs concitoyens. Puisque beaucoup de gardiens de la paix à l'époque à Paris, notamment, vivaient dans des loges de concierges. Enfin, c'est presque caricatural ce que je vous dis là, mais c'était une réalité. Il y avait véritablement un échange. Bref, il a voulu réinventer ça, sauf que, entre-temps, le temps était passé, il n'y avait plus autant de fonctionnaires de police que cela. Et dans beaucoup de villes, notamment des villes de province, il a fallu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce qui était notre cas, puisque l'unité qui était spécialisée à laquelle j'appartenais a été supprimée d'un claquement de doigts pour nourrir ce nouveau concept, ou plutôt ce concept qui était mis en place, notamment à Marseille. Après, je suis parti dans une brigade territoriale, j'étais chef d'arrondissement, puis je suis revenu en région parisienne où j'ai travaillé 3 ans à Neuilly-sur-Seine, ensuite Boulogne-Billancourt, toujours dans le judiciaire, puis ensuite... Toujours dans la PJ. Toujours dans la PJ, on va dire la PJ, c'est pas vraiment la PJ, mais on va dire la PJ. On va rester simple. Après, à l'état-major des Hauts-de-Seine, pendant un temps relativement court, puis délégué syndical permanent, donc ça a été mon métier, pendant 3 ans, puis ensuite j'avais déjà l'idée d'arrêter ma fonction pour retourner dans un commissariat parisien au 16e arrondissement où j'ai décidé d'arrêter définitivement ma carrière en 2018. D'accord. Alors justement, donc vous avez une carrière, vous avez embrassé, comme on dit, la plupart des domaines. Disons que j'ai touché à tout quasiment. Voilà. Sans être un touche-à-tout, mais c'est très intéressant parce que ça va être votre expérience. Alors, qu'est-ce qui fait, alors parlons là de cette vidéo, vous avez dit, corrigez-moi si je me trompe, et c'est quand même fort, vous exhortiez les fonctionnaires de police à refuser d'obéir aux ordres du gouvernement Macron que vous qualifiez de fondamentalement corrompus, je reprends vos paroles. Vous dites, selon vous, les forces de l'ordre ne défendent plus les citoyens mais servent les intérêts d'une élite affairiste, une prise de position radicale qui vous a valu effectivement beaucoup de réactions, ce qu'on peut comprendre. Et donc, vous dites, voilà, pouvoir toxique, attention les jours sombres, violents troubles sociaux qu'on peut attendre, etc. Et d'ailleurs... c'est un peu l'actualité aujourd'hui. Et puis, est-ce que votre message s'adressait à qui? Aux policiers de base, quand vous dites attention, il y a l'honneur, il y a la police, etc. Et vous n'êtes pas tenu d'obéir à tous les ordres qu'on vous donne, surtout si ces ordres proviennent peut-être d'une source qui n'est pas parfaitement claire. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, ce que vous avez voulu dire? Grosso modo, c'est ça. Mais vous savez, ce que j'ai fait, c'est simplement de rappeler une chose élémentaire, c'est le fameux code de déontologie. Et le code pénal. Les choses sont inscrites bien avant que je les ai développées dans cette toute petite vidéo. Du reste, c'est un coup de gueule, si vous voulez. C'est vraiment un coup de gueule, c'est un coup de colère, parce que j'ai considéré qu'il y en avait assez d'utiliser la police comme régulateur social et empêcheur de manifester pacifiquement. J'insiste là-dessus, parce que j'ai participé en tant que témoin à beaucoup de manifestations, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou en tant que témoin policier, quand même. Non, témoin citoyen. Témoin citoyen. Témoin citoyen. Non, j'étais plus... Je voulais la précision. Non, vous faites bien de le faire. Non, j'étais témoin citoyen, je voulais voir de quoi on parlait. Parce que je voyais sur les chaînes
que passer en boucle des images de violence, de confrontation systématique entre les forces de l'ordre et les fameux, entre guillemets, Black Bloc. Et je me suis dit, pour savoir de quoi on parle, autant aller voir sur place comment ça se passe. Effectivement, j'y suis allé. Et comme beaucoup, j'ai failli prendre des coups de matraque et du lacrymogène dans la figure. Et puis, j'ai vu comment le balai sécuritaire s'organisait sur le terrain. Je me dis, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que ce que je voyais de la part des manifestants, notamment pendant les Gilets jaunes, au début en tout cas, je voyais des familles. Je voyais des gens comme vous et moi qui venaient pour porter leur voix, pour qu'on les écoute. Et on y reviendra, c'est fondamental. Parce que ces gens-là ne sont plus écoutés. Ils ont le sentiment, véritablement, qu'il n'y a plus de relais entre eux, entre l'opinion publique et le peuple, et leurs élus, leurs représentants. Parlons même pas d'élite. Ne parlons même pas d'élite. Mais leurs représentants qui sont chargés de porter leurs paroles. Il y a une distorsion réelle, concrète. Il faut aller voir ces gens-là. Il ne faut pas simplement se contenter de commenter de loin sur des plateaux télé ce qui s'y passe. Il faut aller voir ces gens-là. Il faut discuter avec eux. J'ai même croisé des Black Blocs qui m'expliquaient comment ils se débrouillaient pour mettre le feu tous les 100 mètres pour attirer les CRS et provoquer une charge de CRS qui allait elle-même s'opposer, non pas à eux, mais aux manifestants. Et ça, tout ça, pour moi, c'était, si vous voulez, inentendable au bout d'un moment. Mais je réagis là, comme beaucoup de citoyens. Je réinvente ou je n'invente rien, ou je n'apprends rien à pas grand monde, si vous voyez ce que je veux dire. On sait très bien ce qui se passe. Non, mais quand même, parce que ce que vous dites quand même, qu'il y a une mécanique qui s'est mise en place, et que ce qu'on voyait à la télévision ou entendait à la radio n'était pas forcément ce qui se passait sur le terrain. Alors déjà d'une part, mais aussi, et comme je l'ai rapporté sur d'autres antennes à cette époque-là, je vous remercie de me donner l'occasion de le rappeler. J'ai dit et indiqué et rappelé, notamment sur la plage de Facebook sur laquelle j'interviens très fréquemment, j'ai rappelé juste une chose essentielle, parce que beaucoup pensaient que parce qu'on leur donnait un ordre, je dirais, de charge, par exemple, tout était permis. J'ai juste rappelé une chose essentielle, fondamentale, qui est dans le code pénal, qui est dans le droit, c'est que chaque acte individuel, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que quand vous vous attaquez à une personne qui est sans défense... Que vous soyez policier ou pas, gendarme ou pas. Exactement, force de sécurité, on va dire force de sécurité. Absolument. Et que vous commettez individuellement, je dis bien, quelque chose qui est répréhensible. Il ne faut pas s'étonner que la justice vous poursuive. C'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai à un moment donné, parce qu'on nous a suriné la tête avec ça. Moi, je me souviens, dans les années 80, lorsque le premier code de déontologie est arrivé, j'étais déjà dans la police, c'était au début des années 80, au moment du premier mandat de François Mitterrand, on nous disait attention, si vous recevez des ordres, quels qu'ils soient, faites bien attention, vous avez un code de déontologie qui non seulement vous interdit de faire ce que vous ne devez pas faire, ce que la loi vous autorise à faire, vous n'avez pas le droit d'outrepasser ses pouvoirs, et lorsqu'un ordre illégitime vous est donné, vous ne devez pas y obéir. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le code. C'est dans le code de déontologie. On est bien d'accord, donc tout ça est un rappel. Maintenant, une fois que vous avez des autorités politiques qui piétinent ces concepts-là, liés directement aux libertés publiques, je trouve qu'il y a un danger, il y a un problème, dont la première conséquence est évidente, c'est de provoquer une fracture irréversible entre des forces de l'ordre qui, au quotidien, défendent les citoyens. Parce que c'est pas que ça, la police. Ça n'est pas que du maintien de l'ordre, on va être clair. C'est au quotidien la défense de celles et ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tout simplement. Mais quand on réduit, via des images récupérées, sur des manifestations, et qu'on envoie des flashs, et là, pour cela, il y en a autant pour la gauche que pour la droite, et qu'on caricature l'action de la police, moi en tant que citoyen, a fortiori en tant que citoyen policier, ça me désarme, ça me désole surtout. Alors c'est pour ça que là, donc récemment, vous avez donc remis non pas de l'huile sur le feu, mais vous avez réenclenché cela pour dire, écoutez, attention, danger de divorce, danger de tout cela, danger de sédition ou de sécession, il faut éviter effectivement, est-ce que quand vous dites effectivement parce que là, on peut vous répondre à des fonctionnaires de police, vous n'avez pas obéi aux ordres, mettons, du gouvernement Macron, fondamentalement corrompu, ou effectivement toutes ces crises actuelles, économiques, sécuritaires, sociales, sanitaires, ça tout le monde les voit, etc. Mais est-ce que c'est le rôle d'un policier ? Parce que il y a là, on pourra vous dire, mais attendez, vous appelez quand même à la sédition. Est-ce qu'un policier pourra dire, comment je peux juger moi si ce gouvernement ne fait pas son métier et que je dois, moi, policier qui est chargé de maintien de l'ordre et puis de tout le reste, comme vous dites très bien, est-ce qu'il n'y a pas quand même danger de dérive de la part de certains qui auront peut-être pas compris tout à fait ce que vous voulez dire? C'est pour ça que je voudrais que vous précisiez bien la chose. S'ils n'ont pas compris, c'est dommage, mais je me répète, je ne fais que rappeler des règles essentielles.
si ça amuse, enfin non, ça les amuse pas du reste, mais si certains, dans les arcanes du pouvoir, trouvent intéressant ou utile d'utiliser les forces de l'ordre en fonction de leurs intérêts propres, là ça pose problème. Et je suis désolé de le dire, si on est à la croisée des chemins, on est en train de vivre un phénomène de société assez inégalé, y compris pendant mai 68, on n'a pas eu ça, d'accord ? On n'a pas eu, alors bien évidemment il y avait des slogans que tout le monde connaît, CRSSS, j'en passe les meilleurs. Et qu'à l'époque, il y avait déjà eu une crise des vocations. Oui, il y avait du CRSSS à l'époque. Voilà, il y avait déjà eu une crise des vocations du reste dans la police assez lourde, assez importante. C'est pas utile de réitérer cette cassure parce qu'on s'en était sorti justement. Mais là, pour le coup, ça dure. Ça dure. Il n'y a pas une seule revendication sociale qui n'ait pas vu comme aboutissement une confrontation directe entre des manifestants, la population et les forces de sécurité. Et on voit bien que c'est le dernier recours, ou quasiment le seul recours qu'a le pouvoir en place pour dire on ne va pas discuter, vous avez quelque chose à dire, vous manifestez, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai des régiments entiers de CRS et de gendarmes, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, on vous répondra uniquement par la force. Ça change pas. Et je vous rappelle les déclarations de Didier Lallemand lui-même, du préfet de police de l'époque. Qui avait dit de toute façon, on n'est pas dans le même camp, et il se passera ce qui se passera. Il avait dit ça à une dame qui Exactement, il avait dit bien d'autres choses. Alors, Jean-Pierre Colombiès, si vous voulez intervenir, auditeur résistant de Sud Radio, 0826 300 300, 0826 300 300, n'hésitez pas à intervenir. Mais justement, parlons-en. Là, on a vu, par exemple, hier, 10 septembre, c'était hier, à Jean-Pierre Colombiès, vous rappelez, il y a eu, pendant 10 jours, on a dit, qu'est-ce que ça va être le 10 septembre, etc. Mais l'impression qu'on a eue, alors encore une fois, nous n'étions pas sur le terrain, enfin, personnellement, mais il y avait des gens qui y étaient, on a l'impression qu'il y a eu effectivement casseurs d'un côté, avec toutes les dérives des casseurs, CRS de l'autre, et que ça s'est réduit, je caricature évidemment de manière forte et peut-être un peu simpliste, mais on a l'impression que justement les Français, et Dieu sait si les Français ont des choses à dire, et on le dit tout le temps ici à l'émission, à la radio, et on a l'impression que les Français sont en parenthèse et que c'est un affrontement entre CRS, gouvernement d'un côté, et je dirais Black Bloc ou autres casseurs ou gauchistes ou wokistes de l'autre. Ou casseurs opportunistes, tout simplement. Voilà. On ne va pas être naïf. On sait très bien que les grandes manifestations, les grands mouvements populaires sont aussi l'occasion, très souvent, trop souvent, pour que des casseurs viennent profiter justement de ce trouble, de ce désordre, pour casser des magasins. Enfin, ceux-là ne sont ni Black Bloc, ni manifestants, c'est juste des voyous. On va être clair. Et mais ils viennent. Ils viennent même en nombre. On l'a bien vu au moment de la fameuse finale de la Coupe d'Europe, ils se sont pas gênés pour piller et mettre en coupe réglée tous les supporters qui sont venus assister à ce match de foot. Donc ça, on n'est pas dans la revendication sociale, là, mais là, on est pour le coup, on est dans ce qu'on appelle, je suis pas le seul à le dire, de la délinquance d'opportunité qui se greffe systématiquement à ça. Bien sûr. Ça, c'est quasiment anecdotique, parce qu'on pourrait lutter contre ça. Mais là, on attaquerait un autre sujet sur, je dirais, l'impact de la peine. Mais là, pour vous, pour revenir à ça, Jean-Pierre Colombiès, comment un policier, justement, vous estimez que c'est très difficile, et je vois très bien ce que vous voulez dire, mais comment, quand vous appelez les policiers à dire attention, ne faites pas quelque chose. Comment mesurer ? Je ne sais pas, le policier de base, je ne suis pas, vous savez ça mieux que moi. Comment mesurer cela ? On a eu quand même des images terribles pendant les Gilets jaunes. On a vu des éborgnements, etc. Des manifestants qui ne commettaient aucune dégradation et qui ont quand même pris des projectiles pleine face. On a vu cette image de cette jeune femme qui marche et qui prend une charge par derrière. Moi, c'est au-delà en tant que vous dites en tant que policier, mais c'est tout simplement en tant que citoyen que ça me choque et que ça me navre. Ça me navre. Je dois voir les forces de police se comporter comme ça, je suis désolé. C'est pas ma philosophie, mais sachez quand même une chose, c'est que la grande majorité des policiers ne cautionnent pas ça. Bien sûr. Personne ne cautionne ça. Enfin, dans l'ensemble. Attention, après, il y a toujours des cas particuliers. Dans tous les métiers. Vous savez, tout ça provoque une chose qui est très concrète. C'est un désamour total pour la fonction. Et ça va poser un problème dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on a un problème de recrutement. Il y a une vraie crise de recrutement. Il y a une crise de recrutement considérable. C'est même pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Je renvoie à ceux qui ont la patience de lire le rapport de la Cour des comptes Ces rapports-là sont très intéressants parce que là, on n'est pas dans dans l'effet de manche, on est juste dans l'analyse concrète, technique. On a des recrutements qui sont terrifiants.
de par leur niveau. Donc vous recrutez à peu près quasiment n'importe qui, vous les formez un peu comme on peut, vous avez une formation judiciaire qui est quasi réduite à peau de chagrin. Il faut savoir que quasiment aucun, enfin très peu de policiers nouvellement recrutés ne veulent travailler en judiciaire. Alors tout ce que je dis, là, si vous voulez, dans les faits immédiats, ça ne sera pas nécessairement tout de suite visible. Mais on verra les conséquences sur les années à venir. Et quand vous avez un déficit de vocation à tous les niveaux, que ce soit pour entrer dans cette administration ou pour en plus exercer des métiers très spécifiques, c'est plus tard qu'on va le voir. Cela dit, je vous invite à vous rapprocher de certains magistrats si vous en connaissez, et vous verrez si ce que je dis est juste un effet rhétorique. Pas du tout. Les magistrats s'en plaignent, il y a un véritable problème de qualité procédurale. Parfois, certains PV sont illisibles. Je passe même pas sur les fautes d'orthographe, je parle sur le sens. Donc c'est un vrai problème que nous avons, qui pour moi n'est pas simplement un problème technique, mais c'est un problème de société. Et à force d'appuyer là-dessus, on va vers une fracture qu'on mettra des années à résorber. Et c'est pas normal. Oui, mais alors est-ce qu'on résout cela? On voit bien, et on le résout. Est-ce qu'on résout cela notamment en faisant un appel aux policiers en disant attention à ce que vous faites, d'obéir. Alors attention à ce que vous faites. Moi, on m'a toujours dit. Attendez, il y a même. On incite même à la dénonciation. Je vous le rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes. Si en tant que policier, vous assistez à quelque chose d'illégal, vous êtes tenu de le dénoncer. C'est pas moi qui l'invente pour la circonstance. C'est le code déontologie. Sur ce plateau, vous avez la gentillesse de m'inviter. C'est inscrit dans le code de déontologie. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas faire la morale d'un côté et sanctionner de l'autre quand justement il y a des dérapages. Et ce à quoi j'invite, c'est justement à tous ces fonctionnaires du terrain, de la base, je dis faites attention, votre responsabilité à vous sera engagée si vous dérapez. Même si celui ou celle qui vous a donné cet ordre-là vous laisse l'impression que vous pouvez tout vous permettre. C'est tout ce que je dis. Je dis pas autre chose. J'appelle pas à la révolte, à la révolution dans l'institution police, juste à la responsabilité et au discernement et être en accord, ça vaut pour les directeurs d'ailleurs et pour les préfets, et être en accord avec la lettre et l'esprit. Et oui, et donc effectivement, vous le dites très bien, on en reparlera notamment avec vous de l'état, je veux dire, du paysage, je dirais, policier français et de ce qui peut se passer. Et juste, Jean-Pierre Colombiès, vous, par exemple, vous seriez aujourd'hui ramené aux affaires, hein, disons. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes en théâtre. Affaires judiciaires ou je dirais affaires policières. Enfin, vous êtes, on dit, tiens, on a quand même besoin de gens expérimentés. Allez, venez un peu. Qu'est-ce que vous feriez? Je dis pas vous êtes mise de l'intérieur. Hein. Je pense que ça n'en viendra pas. Encore que. Ah, vous savez, Dupond-Moretti rigolait quand on lui disait que vous serez mise de la justice. J'ai pas été grossier, je vous ai pas insulté, donc. Vous voulez pas, cette comparaison vous plaît pas vraiment? Elle ne me plaît pas du tout. Restons courtois. Alors restons courtois, d'accord. Non mais, effectivement, à faire quoi? Aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, avec le pouvoir politique qu'on a, et encore une fois, quand vous dites gauche ou droite, c'est pas le problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Je veux dire, s'il y avait des choses à faire en tant que responsable, on fait quoi? Mais je crois que c'est même pas au niveau du ministère, c'est au niveau d'une présidence qu'il faudrait se placer, se situer. Oui, disons président de la République. Oui, tout à fait. On va faire de la politique fiction. Il faudrait rebâtir énormément de choses. Mais déjà, dans votre domaine, dans le domaine de sécurité, il faudrait arrêter cette politique spectacle. Je reviens, on pourrait en parler longuement, mais je pense à ces opérations XXL, par exemple, sur lesquelles je me suis exprimé en expliquant par A plus B sur certains plateaux que c'était du show, que c'était du cirque. On m'a rappelé ce que c'était les opérations XXL. Voilà, dans les cités, on envoyait des compagnies de CRS entières, on bouclait des quartiers tout entiers. Rappelez-vous cette scène assez terrifiante pour moi, où il y avait dans une cité, ça remonte à 2-3 ans en arrière déjà, ou même là, je sais plus exactement. Vous savez, quand un gang de dealers avait organisé une sorte de fête foraine à l'intérieur de la cité, avec une piscine et tout ce que vous voulez. La seule réponse qu'a trouvé le préfet à mettre en place, c'était de cerner la cité et d'empêcher toute entrée et sortie de la résidence par des cordons de CRS. Enfin, imaginez l'impact que ça a sur ces gens qui vivent là, qui sont déjà, excusez-moi du terme, mais emmerdés quotidiennement par des dealers, mais qu'en plus, on va cerner par des régiments de CRS et filtrer à l'entrée comme à la sortie. Est-ce que c'est une réponse sérieuse? Non. Donc déjà, en termes de méthodologie, il faudrait revenir à ce qui a existé, mais qui serait très compliqué financièrement et même techniquement à mettre en place, c'est une forme de police de proximité. Ça a été rayé d'un coup de plume par Nicolas Sarkozy en son époque. C'était une catastrophe parce que c'était fait n'importe comment au profit d'une politique de résultats et de
de chiffres qui s'est un petit peu délayé dans les années. Mais ça a été une vraie cassure et on le paye encore aujourd'hui. On en paye encore aujourd'hui les conséquences. Il faudrait revenir dans les quartiers. Mais alors là, je vous dis, franchement, je vous cache pas que ce serait un chantier colossal, titanesque. Il faut absolument renouer le dialogue, non pas avec les voyous, ne nous trompons pas de débat, mais avec des gens qui se lèvent à 5h du mat. Vous savez, ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser, ceux-là, il faut les considérer, les prendre en considération. Et arrêter de les prendre uniquement pour des complices de dealers qu'eux-mêmes subissent. Parce que eux subissent une dictature au quotidien. Ne les laissez pas otages des points de deal et des dealers. Exactement. Mais le problème aussi, et là ça déborderait bien plus que le ministère de l'Intérieur, c'est au niveau de la justice, au niveau de l'application des peines. Il faut arrêter de se dire aussi que la justice ne condamne pas. Vous savez ça, c'est de la rhétorique politicienne. Pour faire simple, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit « Ah oui, mais c'est pas de notre faute », vous comprenez, les juges sont de gauche, ils font pas leur job. C'est faux. C'est faux, monsieur Berghoff. Ils condamnent même énormément, ils condamnent beaucoup. Sauf que, il n'y a pas assez de greffiers, pas assez de magistrats, et surtout qu'il n'y a pas suffisamment de structures pour l'application des peines. Et c'est là où nous avons un problème. Mais il y a quand même, on va pas, ça nous prendrait des heures, mais il y a des juges de liberté de la détention. Vous savez que le nombre de multirécidivistes qui ne font pas leur peine de prison jusqu'au bout, et on voit les résultats quand même, il y a ça aussi. Alors j'ai qu'une réponse à vous faire, monsieur Berghoff. Et la loi. Si ces gens-là, ou si ces magistrats sont des dogmatiques, ok, on peut l'entendre, on peut l'admettre, il n'y a pas de souci, je ne suis pas leur avocat pour le coup. Mais c'est qu'ils nous appliquent une loi qui est à leur disposition ou qu'on leur impose. Donc il faut commencer par là. On peut changer les lois aussi. On est bien d'accord. Donc ça nécessite d'avoir des parlementaires aussi qui ont l'honnêteté de mettre les choses à plat. Et là, c'est pas gagné. En fait, il faut remonter à toute la chaîne, il faut tirer tous les fils de la pelote. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un travail d'Hercule. Mais c'est pas simplement policier. Oui, mais est-ce que ça ne va pas être totalement nécessaire de remonter jusqu'au bout? Oui. Alors moi, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut commencer par le mode de scrutin. Par exemple, arrêter d'élire les députés à 2 tours. Si on faisait comme dans certains pays, avoir une élection législative à un tour, on aurait un visuel, pas à la proportionnelle, attention, parce que la proportionnelle, c'est encore vicié comme système. Puisque vous votez, c'est le cas de le dire, pour une liste, vous en connaissez pas la moitié des candidats qui se présentent. Je sais. Et les seconds tours, c'est pas ça. Et on le sait, ça fait des marchandages, des magouilles et des apparentements, et on a vu les résultats dans les dernières élections. Et nous en vivons les conséquences au quotidien, notamment hier et pendant toutes les manifestations qui ont précédé. Il y a, quand vous discutez avec les gens, il faut parler avec les gens, pas simplement avec les délégués syndicaux ou les politiciens. Il y a un fossé énorme entre l'opinion publique, le peuple, on va dire dans sa globalité, c'est pas une insulte. Le peuple, c'est pas un gros mot. Et leurs représentants, ils ne s'y reconnaissent plus. Et ils ont le sentiment, qui n'est pas que virtuel, de ne plus être représentés, tout simplement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème démocratique, c'est un problème de société. Je ne suis pas le seul à le dire, entendons-nous bien, je ne suis pas Don Quichotte, j'ai aucune prétention, ni à faire la morale, et personnellement, je ne suis pas un parangon de vertu non plus. Donc il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas de prétention à mon niveau. Personne ne prétend l'être, et vous avez raison de non pas relativiser, mais dire ce qu'il faut faire. Jean-Pierre Colombiès, on vous rappellera, vous avez voulu, je dirais, être un lanceur d'alerte ou un lanceur d'alarme. Non, mais c'est un coup de gueule. Mais c'est un coup de gueule. Mais les coups de gueule, ce n'est pas mauvais de temps en temps de les faire entendre. Merci. Et on se retrouve Merci à vous. Très très vite pour reparler de la police et de l'état actuel des choses. Sud Radio Berghoff dans tous ses états, midi 14h. André Berghoff. André, vous receviez hier le député de la Somme, Mathias Renaud, épinglé par l'Assemblée nationale pour avoir attaché un drapeau français à la fenêtre de son bureau. Eh bien, l'opération anti-tricolore bat son plein, puisqu'hier, des manifestants ont été chassés de plusieurs rassemblements parce qu'ils portaient des drapeaux français. Oui, c'est assez extraordinaire. Vraiment, je ne comptais pas en reparler. Effectivement, on en avait parlé, comme vous dites, avec le député. Et puis, quand même, on a vu les images. Et on a vu les images pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Un petit groupe. Comme ça, des retraités, des gens qui portaient un drapeau français dans la manifestation. Donc, ils étaient d'accord avec le ras-le-bol de certains, les revendications des autres. Et puis, on voit des gens qui s'approchent. Il y a foutez le camp. Allez, vous n'avez rien à faire ici. Cassez-vous, bande de fachos. Et j'ai dit, attendez, il y a quand même un problème. On va continuer comme ça? Est-ce qu'on est arrivé au point où une manifestation en France, dans n'importe quelle ville de France, où il y a des gens qui portent un drapeau français, sont immédiatement qualifiés à la droite d'Adolf Hitler? C'est ça? Mais où on en est pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des neurones? Non mais vraiment, on peut se poser la question. Et d'ailleurs, vous allez écouter, c'était CNews, je crois, qui a parlé de cela. Une jeune femme
qui raconte ce qui lui est arrivé justement hier dans la manifestation. Je crois que c'était à Montpellier, on n'est pas sûr, mais en tout cas, écoutez. Je quitte la manifestation parce qu'en fait, on m'a arraché, j'avais mon drapeau sur la tête. J'avais un très beau chapeau avec le drapeau et on m'a arraché le drapeau et j'ai essayé de protéger une autre personne du groupe là qui commençait à se faire tabasser. Donc je me suis mis entre en pensant que ça allait calmer, mais non, il était très excité. Et en gros, on nous a dit de partir parce que on voulait pas de facho et que je dis mais non, je suis pas facho, j'ai un drapeau français, je suis française, j'ai le droit d'être là. On m'a dit non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Voilà, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Donc moi je suis la citoyenne française, je viens avec un drapeau français. Je pensais que le drapeau français c'était en France, apparemment non, on se trompe. Et elle se fait virer de la manifestation. Maude Koffler, ça vous est arrivé, vous, un peu plus tôt, je crois que c'était en 2018, c'est ça ? Oui, 2018. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Racontez-nous, parce que vous avez une aventure avec un drapeau. Oui, et la colère n'est pas retombée du tout. En 2018, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde, et je revenais des manifestations joyeuses sur les Champs-Élysées avec ma sœur. On avait chacune un grand drapeau français, et en fait, un type est sorti de je ne sais où, a couru, a attrapé l'un de nos drapeaux, et puis l'a balancé sous une voiture, et en fait, c'était assez long, la scène, je l'ai réduit un petit peu, c'était à Paris, c'était boulevard Malesherbes, dans le 8e, donc c'est pas tellement le quartier où ça risque de dégénérer, quoi. Ouais. Et donc, en fait, après une altercation... il a pris le drapeau, il l'a jeté par terre, c'est ça ? Il a couru, j'ai poursuivi un peu sur la route, et puis il a fini par aller dans une petite rue, il l'a jeté sous une voiture, je l'ai récupéré. Et puis il est revenu en fait vers ma sœur et moi assez avec des insultes, et on est chez nous, la France c'est chez nous, etc. Excusez-vous, demandez pardon de quoi, j'en sais rien. Mais il vous demandait à vous de vous excuser. C'est ça. D'avoir un drapeau français. D'avoir un drapeau français parce qu'ils étaient chez eux. Il était algérien. Il s'en revendiquait. Et puis d'autres personnes l'ont rejoint et en fait ont attrapé ma sœur par les cheveux, l'ont mise par terre. Enfin, ça a été assez violent, mais pour aucune raison. Simplement parce qu'on avait un drapeau français et tout le monde avait un drapeau français. C'était en 2018, donc voilà, ça a un peu gâché notre soirée. Et je voulais revenir, André, sur un événement d'hier lors des manifestations du 10 septembre. Une militante du collectif Némésis, Anaïs, qui s'est fait tirer par les cheveux assez violemment par derrière. Elle est tombée au sol, elle a failli se taper la tête contre le rebord du trottoir, donc ça aurait pu être quand même assez dangereux. Mais ça fait aussi référence à ce qui s'est passé avec Kirk. D'une certaine manière, même si on n'est pas sur le même degré de violence, vu ce qui s'est passé, je pense que rien ne peut égaler le drame qui s'est produit hier. Mais ça dit aussi que, en fait, tout devient violent. Vous pouvez plus exposer vos idées, vous pouvez plus être fier de votre drapeau. Tout se rejoint, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que toute opinion qui n'est pas dans l'opinion de ceux qui se considèrent du camp du bien, toute opinion dissidente, toute opinion différente doit être agressée. Pas seulement condamné, pas seulement invisibilisé, comme dans certains médias, mais agressé. Mais pour revenir, juste, je voudrais que vous finissiez votre histoire, Maude. Quand vous avez qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc ils ont agressé pratiquement votre sœur. Ils ont agressé ma sœur et puis en fait moi j'étais avec mon drapeau. Vous savez, c'est des vieux drapeaux avec des pointes dorées. C'est assez joli. C'était un vieux drapeau qui appartenait à mon grand-père pour la petite histoire. Ouais. Et donc moi je savais pas quoi faire. Donc j'étais là à les braquer avec mon drapeau assez inutilement. Et puis en fait, ils ont fini par nous soumettre. C'est-à-dire qu'on a été obligés de dire OK, pardon, et de partir comme ça. Ah oui, ils vous auraient pas laissé partir si vous n'avez pas dit ça. Et puis le mec était bien gaulé, donc je pouvais pas. De toute façon, on faisait pas face. Enfin, c'était foutu. Mais voilà, et donc on est resté avec. Vous avez gardé vos drapeaux ? Ah oui, je l'ai récupéré, ça, oui, bien sûr. D'accord. Ah bah c'est. Ouais. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Enfin, pour rester sur l'histoire du drapeau et la parabole. Il y a quelque chose quand même d'étonnant parce que qu'est-ce qui fait ? Alors, est-ce qu'il va y avoir, et on va assister à ça ou pas, est-ce qu'il va y avoir en France ce qui se passe dans divers pays d'Europe où les gens, pour manifester que, attendez, nous aussi on est chez nous, brandissent le drapeau. Vous y croyez, vous ? J'y crois pas du tout. Pourquoi ? Sinon, ça aurait déjà eu lieu. En fait, il y a eu tellement d'événements, tellement de moments où on aurait pu justement saisir cette possibilité de manifester avec des drapeaux, mais en fait ça n'a jamais... Je vais vous donner un exemple très simple, politique, l'histoire de Lola, de la manifestation qui avait été organisée... Lola, la fille qui a été violée, effectivement, tuée, elle avait 12 ans, Elle avait 12 ans, c'est immonde, et en fait il y avait une manifestation qui avait été organisée à l'époque par un parti, Reconquête pour ne pas les nommer, finalement en fait s'apercevant que le fait que ce soit organisé par eux, ça risquait de contrarier d'autres partis, ils ont fait organiser ça par l'Institut pour la justice.
Le Rassemblement national n'a pas souhaité y participer parce que Reconquête en était à l'origine. Donc à partir de là, en fait, si ce genre de drame ne peut pas nous unir, rien ne peut nous unir. Et là, c'est de l'émotion. Vous voyez, c'était le tout à l'ego. Ah oui, c'est pas moi qui organise, donc ça veut dire, donc pour en revenir au drapeau, si quelqu'un veut, initier cette manifestation, déjà de qui ça peut venir? Ça viendra pas d'un Français lambda, ça ne peut venir que d'une personnalité, non, mais ça a priori. Peut être d'un mouvement qui ne soit pas politique. Ou un mouvement populaire. Voilà. Oui, mais en fait, mais on le voit même là, le 10 septembre, ça a été récupéré, les Gilets jaunes, ça a été récupéré. En fait, chaque initiative populaire est de toute façon récupérée. Il n'y a pas d'issue. Donc je n'y crois pas. En France, je n'y crois pas. Je me trompe peut-être et j'espère, parce que ce serait simplement un cri du cœur, quoi. C'est pas un slogan. C'est simplement j'aime mon drapeau et je sors dans la rue avec. Et c'est assez terrifiant d'ailleurs ceci, et franchement ça en dit long sur, je dirais moi, ce que j'appelle une espèce de masochisme culpabilisé, et il serait temps vraiment de sortir de cette espèce de, comment dirais-je, d'auto-punition, d'auto-flagellation qu'un certain nombre de gens arborent encore jusqu'au jour où ils verront que on ne peut plus jouer avec ça. Merci Maude, merci à vous.